Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils, d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre 15e épisode de l'heure de fourche. Dans cet épisode, je suis accompagnée de Arnaud pour discuter ensemble du sujet des évaluations interdiocésaines. Et en seconde partie, nous discuterons des nouveaux programmes dans le fondamental. Hello Arnaud, comment tu vas ? Bonjour Victoria, je vais très bien, j'espère que toi aussi. Oui, merci. Alors commençons avec notre premier sujet en compagnie d'Arnaud sur les évaluations interdiocésaines. Petite précision, donc il existe des évaluations interdiocésaines destinées au fondamental, donc aux élèves de primaire, et des évaluations réseau qui sont destinées aux élèves de secondaire. Donc on va d'abord se concentrer sur les évaluations dans le fondamental. Et donc Arnaud, qui sont nos deux invités qui vont nous parler des évaluations interdiocésaines dans le fondamental. Eh bien Victoria, aujourd'hui on accueille Aude Bouqueuil, donc qui est conseillère pédagogique au service des productions pédagogiques de la direction de l'enseignement fondamental. Bonjour Aude. Bonjour Arnaud. Et on accueille également Cinderella Pierrard, qui est conseillère dans ce même service et la même direction. Bonjour. Bonjour. Donc nous sommes très heureux de vous avoir toutes les deux dans notre épisode du podcast. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est nécessaire d'expliquer un peu le contexte de ces évaluations. Arnaud, est-ce que tu connais l'origine de ces évaluations dans le fondamental ? Eh bien non, pas vraiment, et je suis ravi d'en apprendre plus aujourd'hui. Donc, un peu d'histoire, on va remonter dans le temps. En fait, dans les années 60, il existait des évaluations appelées examens diocésains, qui étaient proposés dans chaque diocèse en fin de 6e primaire pour l'obtention du CEB. Et ce service a été ensuite élargi aux 2e, 4e et 4e primaires, puis centralisé afin d'offrir des examens uniques, quel que soit le diocèse, d'où l'appellation d'aujourd'hui évaluation interdiocésaine. Et donc ensuite, en 2009, le certificat d'études de base, donc le CEB, est rendu obligatoire pour tous les élèves de 6e primaire en Belgique francophone. Et donc, les évaluations ont été déplacées en P2 et P4 afin de ne pas doubler les évaluations en P6. Donc, aujourd'hui, ces évaluations interdiocésaines sont des évaluations proposées et construites par la direction de l'enseignement du fondamental du CEGEC, qui sont à destination des élèves de 2e, 4e et 6e primaire. Et donc, nos deux invités d'aujourd'hui vont justement nous parler plus en détail de ces évaluations. Et donc, ma première question, finalement, c'est quoi les évaluations interdiocésaines ? Alors, c'est une proposition d'évaluation qui est commune à toutes les écoles du réseau libre. C'est une évaluation qui est basée sur des attendus, les attendus qui sont à atteindre en fin d'année, selon les documents légaux pour l'année en cours. Les écoles ont une certaine liberté. Il n'y a pas d'obligation à passer ces évaluations. C'est vraiment un outil qui est au service de l'école. Donc, tu dirais que l'objectif, c'est vraiment d'évaluer la situation des apprentissages de l'élève, de chaque école, de chaque classe ? C'est bien ça, oui. Donc, c'est ce qu'on appelle une évaluation qui est sommative. C'est un peu une photo qu'on va prendre de la situation de l'élève en fin d'année, avec 3 objectifs. Un premier objectif, c'est de donner à l'élève cette photo pour qu'il sache ses points forts, ses faiblesses en cette fin d'année. Le deuxième objectif, c'est donc de transmettre ces informations à l'enseignant suivant pour qu'il puisse être dans la continuité. Et puis ça permet également d'avoir des indicateurs pour l'école, pour toute l'école. Donc si les enseignants encodent les résultats, ça apparaît dans les miroirs de l'école et donc on peut avoir une photo de l'école pour chaque fin d'année. Et donc, tu as dit elles sont non obligatoires, donc c'est vraiment formatif pour les élèves, les enseignants. Oui, donc les enseignants, ça leur permet aussi de voir un petit peu, tiens, dans mon enseignement, où j'en suis, quels sont les points que je n'ai pas assez travaillé, quels sont les points que les élèves ont encore des difficultés, et donc, qu'est-ce que je dois peut-être enseigner autrement. Et donc, on l'a dit, donc les niveaux concernés, c'est les 2e, 4e et 6e primaires. Et c'est quoi les matières visées par ces évaluations ? C'est en 2e et 4e primaire pour les matières en général et en 6e primaire pour ne pas faire une redondance, comme tu disais, avec le CEB. Donc là, on est juste sur les langues modernes et religion.
On a aussi des versions qui sont adaptées pour l'enseignement spécialisé, pour les aménagements raisonnables dans certaines classes. Donc en deuxième primaire, on a les matières que les enfants connaissent depuis toujours, je vais dire les maths, le français, les sciences. Et donc maintenant, avec le nouveau programme, on a ajouté les sciences humaines. On travaille aussi sur le PC, la religion, l'éducation artistique. Et donc le PC, comme ça, tout le monde nous comprend bien, parce qu'on utilise souvent, on a tendance à toujours utiliser des abréviations. Donc le PC, tu peux nous préciser? On parle de l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. En deuxième année, les élèves vont avoir également une évaluation en formation manuelle, technique et technologique. C'est une première et on va leur proposer ça en plus des autres évaluations. Ils pourront le faire à un moment différent. Ça ne sera pas avec des points ni avec un brevet cette année, c'est vraiment juste pour leur permettre de découvrir quelque chose de nouveau. Leur montrer qu'il y a des nouveautés dans le programme et que ça vaut la peine d'être travaillé. Vu que pour les deuxièmes années, c'est des nouveaux programmes, toutes ces nouveautés vont être introduites et on ne va plus travailler avec l'ancien programme. L'année de transition, c'était l'an dernier. Par contre, en quatrième primaire, l'année de transition, c'est cette année. Donc là, on a regardé vraiment les attendus communs aux anciens et aux nouveaux programmes pour essayer de ne pas trop perturber ni les enfants ni les enseignants dans ce changement, pour les mettre le plus à l'aise possible dans le travail. En sixième primaire, ce sera de la religion donc, et les langues modernes. On a le néerlandais, l'anglais, et pour la deuxième année, on aura des évaluations également en allemand. Les enseignants ont été assez réceptifs et donc on a eu envie de recommencer. Une question que je me posais par rapport à ces évaluations, est-ce que vous avez des chiffres par rapport au nombre d'élèves qui ont participé à ces tests? Oui, donc l'année passée, on a eu à peu près 21 000 élèves en P2 et en P4 qui ont participé. En P6 en religion, 17 000 et en langue, toutes langues confondues, on arrive à peu près à 14 300 élèves. Au niveau des enseignants qui commandent ces évaluations, en P2 et en P4, on arrive à environ 2100 enseignants. En religion P6, 1150 et en P6 langue, 900. Juste, on remarque que les écoles commandent de moins en moins des CD. Donc, on peut commander les pistes audio soit sur CD, soit via l'extranet. Et donc, on constate qu'un peu à la fois, les enseignants prennent l'habitude d'aller plutôt sur l'extranet et laissent tomber un petit peu à la fois le CD. Et donc, globalement, d'année en année, il y a une certaine constance dans ces chiffres. Ok. Et alors, je me demandais comment sont construites ces évaluations au sein du CEGEC? Alors, c'est un long chemin. Ça commence à cette période-ci de l'année, on parle tout doucement déjà d'un thème pour l'an prochain. Donc le thème, l'objectif, c'est que ça soit accrocheur, attrayant pour les élèves. On essaye que ça soit adaptable à la fois en P2, en P4 et en P6 pour une facilité de... Oui, donc c'est un thème qui est commun alors pour les Voilà, pour les on trois essaie qu'il soit en tout cas le plus commun possible. Le plus commun possible, oui. ok. On a aussi dans l'idée, quand on choisit notre thème, qu'il ne soit pas discriminant. Donc on va essayer de penser aux enfants de toute la Wallonie et pas uniquement pour la ville ou la campagne. On essaye vraiment de faire un thème accrocheur et pas du tout discriminant. Le deuxième gros chantier, ça sera de trouver un livre, 1 an sur 2, qui permet aux élèves de travailler soit sur un roman, soit sur un texte informatif, sur un document un peu plus complet. Et une réflexion est en cours pour que justement ce livre, on le fasse une année en deuxième et l'année suivante en quatrième, pour essayer que chaque élève puisse avoir au cours de son parcours scolaire au moins la possibilité de travailler sur un livre. Une fois qu'on a choisi notre livre, on va analyser les résultats de l'année précédente, on va voir les items qui ont fonctionné ou moins bien fonctionné, là où les enfants auraient pu avoir des difficultés. Selon ça, on va faire une petite analyse, voir si on a envie de refaire cette question en la posant autrement, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit être retravaillé totalement. Et donc là, on choisit nos attendus, donc les attendus du programme. On essaie d'équilibrer dans chaque champ, dans chaque rubrique, pour que ça soit assez juste. Quand c'est fait, on essaie de regarder une pondération pour qu'elle soit la plus équivalente possible d'année en année. C'est ce qui permet justement d'avoir ce miroir, de se dire, oui,
Si j'ai autant une année, est-ce que l'année suivante, je suis toujours dans... On va un peu faire des comparaisons comme ça d'année en année. Tout à fait. Okay, donc pour ça, on essaie de rester le plus équilibré possible. Et puis voilà, on a nos attendus. Et puis là, c'est parti pour la rédaction de nos items. On est en petite équipe et avec un appui. L'appui de référents, un référent français, un référent maths, on est référent en éducation culturelle artistique et ainsi de suite. Le référent nous aide, nous guide dans est-ce qu'on a envie d'apporter de la nouveauté cette année dans tel ou tel domaine, comment on pourrait le faire, et puis voilà, c'est parti pour la rédaction des questions. Mais une fois qu'elles sont rédigées, en parallèle, on fait le correctif directement, donc l'enseignant reçoit un guide enseignant et où il voit à chaque fois le correctif et les attendus qu'on a voulu viser. Et donc, on fait directement tout au parallèle pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Une fois que c'est fait, on met tout ça dans le guide de l'enseignant avec des consignes de passation. Par exemple, s'il faut un matériel bien spécifique, s'il faut aller écouter une piste audio bien spécifique. Toutes ces choses-là sont notées dans le guide enseignant. Pour qu'il puisse se préparer, en fait. C'est vraiment ça. Voilà. Lui permettre de l'accompagner, le soutenir pour qu'il soit le plus à l'aise, que l'enseignant soit plus à l'aise pour faire. C'est ça, qu'ils ne doivent pas commencer à faire des recherches, à aller voir à gauche, droite. Tout est bien résumé là. Une fois que toutes ces questions sont rédigées, on doit aussi penser à aller faire de l'enregistrement audio. L'enregistrement pour un écouter, l'enregistrement pour un son, tout simplement. On doit aussi créer des visuels. Pour tout ça, on a l'équipe de média animation qui est en appui. Donc, les élèves reçoivent ce qu'on appelle le portefeuille. Là, on y retrouve des images en couleur ou des textes, toutes différentes choses. Et donc, là, on met le relais chez Média. Au niveau de la mise en page, donc une fois que tout ça a été rédigé, au niveau de la mise en page, mais là, il y a notre collaboratrice administrative qui entre en jeu et qui va mettre en page pour qu'il y ait une certaine unité, que tout soit présenté de la même façon. Et parce qu'il y a aussi quelques règles bien précises à suivre pour la facilité de lecture, surtout pour les élèves qui ont quelques difficultés. Alors, une fois que cette mise en page est faite, on va pouvoir aller dans les écoles pour faire des premiers tests. Ah oui, c'est ça. Donc, vous testez toujours avant. Voilà. Okay. Alors, on ne va pas tout tester. On va uniquement tester peut-être des choses plus innovantes. Là où, justement, on vous parlait tout à l'heure de FMTT ou de sciences humaines. C'est des choses innovantes. Donc, on voulait voir un petit peu comment ça allait fonctionner. En sciences, on fait des expériences et donc là aussi, on aime bien d'aller voir si ça fonctionne. Quand il faut faire plus de manipulation, peut-être. Ou juste analyser des images, des photos, voir si justement les photos permettent de comprendre ce qu'on veut faire passer comme message. Et puis, parce que certaines questions, on a des doutes, on n'est pas sûr. Est-ce qu'on est dans le bon? Est-ce que les élèves comprennent ce qu'on veut dire? Est-ce qu'on doit la formuler autrement? Donc, il n'y a pas meilleur... Que le terrain. Mis à l'épreuve du terrain. Voilà, c'est ça, tout à fait. Pour les questions un peu plus classiques qui reviennent un peu plus d'année en année, alors là, on a tout le restant de notre équipe de production pédagogique, du service de production pédagogique, et d'autres collègues qui viennent se joindre à nous. Et alors, on fait ce qu'on appelle des jeux de rôle, où on a un collègue qui joue le rôle de l'élève, un autre qui joue le rôle de l'enseignant, et ça permet de voir... est-ce que, justement, il ne manque pas des mots? Est-ce qu'il ne manque pas des virgules, des points? Plus sur c'est vraiment du détail. Plus sur le détail. Et si une question ne fonctionne pas ou que le collègue se dit tiens, je ne voyais pas ça dans cet attendu-là, alors là, de nouveau, on retourne en équipe et on recommence à rédiger. Arrive ensuite la relecture. Donc là, on est vraiment dans les petits détails. Est-ce qu'on n'a pas mis un espace entre eux, une virgule entre eux? Une fois que tout ça est fini, c'est notre chef de service qui fait une dernière relecture, qui voit si pour lui tout est OK. Et alors, le chef de service valide. On relit une toute dernière fois jusqu'à la toute dernière seconde. Et puis là, c'est le moment où on a mal au ventre et où on se dit « Ok, on envoie ». On appuie sur Enter c'est parti. Ça s'en va chez l'imprimeur, ça s'en va chez Plantin, c'est parti. On a plus... on ne change plus rien et on a un petit moment de stress. Et une fois que tout ça est terminé, toute cette partie de questions, il nous reste à finaliser tout ce qui est outils pour mettre sur l'extranet. Donc ça peut être des images supplémentaires, ça peut être des photos supplémentaires. Et voilà, on alimente à ce moment-là l'extranet. Si on a des supports à donner aux enseignants, des vidéos à faire pour leur expliquer certaines choses, c'est à ce moment-là qu'on le fait. D'accord. Ok. En tout cas, c'est super complet comme explication. Tu voulais rajouter quelque chose, Aude, ou... Non, je trouve qu'elle a très bien dit toute la démarche, super. Et alors, je me demandais, vraiment dans les grandes lignes,
Comment c'est mis en place dans les écoles? Si elles veulent participer, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Vraiment très brièvement. Très brièvement. Alors très brièvement, en janvier, Plantin, qui est donc notre partenaire d'impression, va envoyer un mail dans les écoles avec le lien pour faire les commandes en ligne. Donc là, ce sont les directions qui vont commander. Fin mai, les livraisons vont arriver dans les écoles. Et puis, les enseignants vont faire passer les évaluations aux élèves. On leur propose un horaire, mais libre à eux d'en choisir un autre. Ensuite, aux écoles d'aller encoder les résultats s'ils ont envie d'avoir des résultats dans leur miroir. Et puis, pour terminer le tout, on a une petite enquête de satisfaction qui nous permet d'avoir un retour sur le terrain de ce qui se passe. Et donc, évidemment, j'invite tout le monde à aller compléter ce forms quand ils ont terminé pour nous dire ce qui a fonctionné, ce qu'on doit garder, ce qui a moins fonctionné, ce qu'on doit donc modifier. Par rapport à ce que vous avez expliqué, est-ce qu'il y a un endroit où nos auditeurs peuvent avoir plus d'informations ou poser leurs questions par rapport à ces évaluations interdiocésaines? Oui, il y a plusieurs endroits. Il y a le site de la salle des profs. Alors sur ce site, il y a une page qui est vraiment dédiée aux évaluations interdiocésaines où on va retrouver des informations sur c'est quoi, à quoi ça sert, comment y participer, quels sont les résultats des années antérieures. Et on est occupé de mettre en place une foire aux questions qu'on alimentera un petit peu à la fois pour donner plus d'informations. Sur l'extranet, tout enseignant du fondamental du réseau libre peut accéder aux évaluations des années antérieures. Ce qui est intéressant pour éventuellement diagnostiquer en début d'année avec les élèves, voir où ils en sont. Et lors de la passation, à la fin du guide enseignant, il y a toutes les adresses mail des personnes qui ont participé avec leur rôle. Comme ça, si on veut poser une question en direct, on envoie un petit mail, soit à la coordination, soit à la personne responsable de l'encodage, soit à la secrétaire, en fonction de la question que l'on a à poser. Ok, merci beaucoup Aude et Cinderella pour ces précisions concernant les évaluations interdiocésaines dans le fondamental. C'est vraiment très intéressant et super complet. Et maintenant, on part dans le secondaire pour découvrir les évaluations construites par le CEGEC pour ce niveau d'enseignement. Et pour cela, on accueille Céline Demoustier et ensuite Nathalie Delvigne. Céline est responsable secteur sciences humaines pour la direction du secondaire au CEGEC et Nathalie est responsable du secteur langue moderne. On va commencer avec toi, Céline. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle épreuve tu construis avec ton équipe ? Donc avec mes collègues conseillers au soutien à l'accompagnement, mais aussi avec un groupe d'enseignants, on réalise chaque année, en fait depuis maintenant déjà 10 ans, l'évaluation externe de la fin du premier degré pour le cours d'études du milieu. En fait, c'est les volets historiques et géographiques. Et est-ce que c'est une épreuve qui est obligatoire ? Alors, cette épreuve n'est pas obligatoire. C'est une épreuve que le réseau propose à ses écoles. Et le choix est donc laissé aux écoles de faire passer cette épreuve ou pas à leurs élèves de deuxième. Combien d'écoles participent chaque année ? Et donc là, on a un petit peu plus que l'an dernier. En fait, on dépasse un peu les 220 écoles, ce qui représente un peu plus de 35 000 élèves qui vont passer ici en juin 2024 l'épreuve. Sur quoi est basée l'épreuve et comment est-elle construite par les équipes du CEGEC ? Quels sont les supports d'évaluation ? Donc, l'épreuve est basée sur les savoirs et savoir-faire historiques et géographiques qui sont inscrits dans les socles de compétences, qui est le référentiel qui a servi de base à l'écriture du programme d'études du milieu. Et donc, on se base vraiment sur ces savoirs et savoir-faire pour créer l'évaluation de DM et rien ne sera mis en plus que ce savoir et savoir-faire historique et géographique. Donc voilà, il y a toute une équipe qui est derrière pour construire ces évaluations, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc, mes 4 collègues conseillers au soutien et à l'accompagnement, et puis des enseignants de terrain qui se réunissent une fois par mois le mercredi après-midi pour créer cette évaluation. Et voilà, ça nous prend 1 an pour créer l'évaluation, mais aussi tous les documents annexes aux questionnaires et aux dossiers documentaires que les élèves reçoivent. Chaque année, l'épreuve a un thème, et quel sera celui de juin ?
Donc on ne donne jamais précisément le thème de l'évaluation. En fait, sont transmises seulement des orientations, et ces orientations on les trouve sur l'extranet du CEGEC dans la partie épreuve certificative. Et cette année, le volet historique développera particulièrement le temps long, tandis que le volet géographique portera sur les échelles mondiales, nationales et locales. Et l'évaluation en elle-même portera sur des faits et phénomènes liés à des modes de vie, en l'occurrence produire et consommer dans différents milieux en Belgique et dans des pays limitrophes. Voilà, c'est toujours des thématiques qui pourraient s'inscrire dans une ou plusieurs séquences du cours d'EDM, par exemple comme on l'a fait l'année dernière, où on partait de Moresnet comme milieu et on travaillait davantage sur le zinc, sa production et ses flux, par exemple. Ok, donc c'est vraiment les gens peuvent connaître les orientations, voilà, de l'épreuve, mais pas vraiment le thème précisément, c'est ça? Non. Jamais précisément le thème, et c'est la même chose pour des épreuves certificatives comme le CESS. Le thème précis n'est jamais donné, on donne vraiment soit un thème beaucoup plus large, soit des orientations. C'est vraiment dans cette ligne-là que s'inscrit l'évaluation de DM. Ok. Et alors concrètement, comment ça se passe pour les jeunes et les enseignants le jour J? Alors, les écoles ont reçu les évaluations qu'elles ont commandées, donc les documents nécessaires tels le questionnaire et le dossier documentaire. Elles ont reçu aussi un document qui leur explicite les consignes de passation. Et donc, le 20 juin, qui est la date prévue pour l'évaluation EDM, les enseignants distribuent à leurs élèves le questionnaire et le dossier documentaire, et ils ont 2 heures pour réaliser l'épreuve. Il faut savoir aussi que les enseignants ont à disposition, s'ils l'ont commandé, une version adaptée du questionnaire. Et pour la 3e année, on met également à disposition un dossier documentaire adapté en version numérique pour les élèves qui en auraient besoin. Et quelles sont grosso modo les adaptations qu'on y fait? Les documents visuels sont zoomables et les textes sont lus. Et donc voilà, les élèves peuvent avoir, quand c'est inscrit dans leur protocole, leur ordinateur et des écouteurs pour prendre connaissance du dossier documentaire. Ok. Et alors par la suite, comment ça se passe? Quelle est l'analyse qui est faite des résultats? Par la suite, les enseignants qui ont reçu aussi un correctif corrigent l'épreuve. Nous, on conseille vivement une correction collective, comme ça, s'ils ont des questions, ils peuvent se les poser. Sinon, nous conseillons au soutien à l'accompagnement, on est entre guillemets en helpdesk ces jours-là, ils peuvent nous envoyer des questions. Les résultats sont encodés sur l'application de l'extranet, et chaque enseignant, une fois que l'encodage est fait, peut en charger les résultats pour les analyser. Les écoles ont évidemment leurs résultats à disposition, et nous, dans certains accompagnements, on fait une analyse beaucoup plus précise avec les enseignants des résultats obtenus. Comme ça, les enseignants peuvent ajuster aussi leur enseignement l'année suivante. Ok. Et alors, dernière question, même s'il est certainement trop tard pour cette année, mais comment doivent faire les écoles pour s'inscrire? Oui, il est trop tard évidemment pour cette année. Il faut le temps de la mise en page de l'impression, etc. Donc, les directions d'école commandent l'évaluation, et en fait, toutes les informations concernant la prise des commandes sont transmises via le bulletin d'information de la direction du secondaire. Et généralement, les commandes sont ouvertes entre novembre et janvier. Ok. Et si nos auditeurs veulent avoir plus d'informations ou revenir sur ce qu'on a dit ici, quel lien ils peuvent consulter, sur quel site ils peuvent aller? Donc, ils peuvent se rendre sur l'extranet du CEGEC et aller sur les sites disciplinaires. Ils trouveront les informations concernant l'évaluation EDM, et ils pourront télécharger également les anciennes évaluations, les anciens correctifs aussi. Donc, tout est à disposition, et voilà. Ou sinon, ils nous contactent directement. Ils peuvent me contacter sans souci.
Ok, super, merci. Tout ça sera en lien, sera dans la description de l'épisode. Merci Céline pour ta contribution à notre podcast. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. On souhaite la bienvenue à Nathalie, avec qui nous allons parler langue moderne. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, avec toi, on va aborder l'épreuve des langues modernes en fin de 2e degré, donc en 4e secondaire, le CE2D langue moderne. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, bien sûr. Donc, il s'agit d'une épreuve qui vise à évaluer les compétences en langue moderne des élèves de 4e année, donc fin du 2e degré, pour les 5 compétences, à savoir la compréhension à la lecture, la compréhension à l'audition, l'expression écrite et les 2 compétences orales avec et sans l'interaction. Alors, cette épreuve n'est pas obligatoire. Chaque établissement secondaire de notre réseau peut décider d'y participer ou pas. Cependant, l'inscription à l'épreuve implique de la faire passer aux élèves dans son entièreté. Et donc, est-ce que tu peux nous dire combien d'écoles ont pris part à l'épreuve en juin dernier ? Oui, alors les chiffres pour juin 23 étaient de 98 écoles, ce qui représente 8371 élèves. Et j'ai les chiffres pour cette année, donc en 2024, on a une légère baisse, 76 écoles pour 6223 élèves concernés. Et question certainement basique, mais pour que les auditeurs comprennent bien, on parle bien des épreuves en néerlandais, anglais et allemand ? Oui, alors comme je l'ai dit, donc, l'épreuve vise les compétences à la fin du 10e degré en langue moderne 1. Et donc, quand on considère les langues enseignées à ce niveau, on retrouve bien les 3 langues, à savoir l'anglais, le néerlandais et l'allemand. Ok, et alors comment sont construites ces évaluations ? Alors, ces évaluations, elles sont construites en équipe. Je travaille avec 2 membres de la CSA en langue moderne pour l'élaboration de l'épreuve. Il faut savoir que pour la compréhension à l'audition, nous sélectionnons chaque année 2 supports sur des thématiques différentes. Depuis 3 ans, la première audition offre le choix aux enseignants entre un support vidéo ou un support audio. Et la deuxième audition, c'est un support audio pour tous. Alors, pour la compréhension à la lecture, les élèves reçoivent un seul texte avec une tâche à résoudre. Et pour l'expression écrite, pour la première fois cette année, nous allons proposer 2 tâches. Donc l'année passée, jusque-là, il y avait une seule tâche qui comprenait 220 mots à peu près. Et cette année, on a décidé de proposer 2 tâches pour nous aligner sur les épreuves européennes. Donc les épreuves internationales à ce niveau proposent 2 tâches de plus ou moins 120 mots. Et donc c'est une première pour l'édition 2024. Ok, donc en fait, chaque année, les évaluations s'améliorent. Oui, il y a une progression. Donc, par exemple, l'introduction de la vidéo il y a 3 ans, c'était pour répondre aux attendus du référentiel et du programme de 2018, qui précisait que pour travailler la compréhension de l'édition, les enseignants devaient traiter 2 types de supports, donc l'audio et l'audiovisuel. Donc l'épreuve s'est adaptée il y a 3 ans en proposant un choix. Alors on a décidé de proposer le choix parce qu'il faut évidemment que les écoles suivent sur le plan technique. Et donc comme ça, progressivement, on essaye d'encourager le changement de pratique. Ici, avec l'arrivée du nouveau référentiel tronc commun qui a respecté les prescrits européens, on a essayé également d'aligner l'épreuve et donc de proposer 2 tâches à l'écrit. Et donc, depuis 2018, à l'oral, on a aussi 2 types de tâches, une tâche sans interaction et une tâche avec interaction. Okay. Voilà, comme ça, on respecte le cadre européen des langues et on essaye de répondre aussi aux besoins des enseignants et de penser l'épreuve aussi pour l'élève, parce que le problème de 220 mots, c'est assez conséquent. On a un public qui écrit de moins en moins et donc on essaye de rendre l'épreuve réaliste. Voilà. Okay. Et quels sont les objectifs ? Bien, donc, comme je l'ai dit, c'est d'évaluer les compétences
qui sont décrites dans le programme et donc dans le référentiel de 2018, et de voir si l'élève a atteint le niveau visé en fin de deuxième degré, à savoir le niveau B1-. Et donc, chaque compétence est testée en fonction, et l'épreuve est réalisée en fonction de ce niveau. Ok. Et quelles sont Pardon, je recommence, Laurent, cette question. Quelles sont les modalités d'organisation du CE2D langue moderne ? Alors, les modalités, donc il y a une épreuve écrite qui est fixée un jour de juin. Cette année, ce sera le 21 juin 2024. Donc, c'est le même jour pour tous, pour des soucis de confidentialité. Et donc, lors de cette épreuve écrite, les élèves vont présenter la compréhension, la lecture à l'audition et l'expression écrite. Et puis, l'épreuve d'expression orale, pour l'organisation de l'épreuve d'expression orale, le choix de la date est laissé à l'appréciation de chaque établissement pour que chacun puisse choisir le moment opportun et qui correspond à leur session. Et qu'est-ce qu'on fait des résultats encodés par les établissements ? Alors, les résultats sont surtout à destination des enseignants eux-mêmes, donc de voir un peu où sont leurs élèves dans ce paysage de fin de quatrième année. Ils peuvent comparer leurs résultats avec des écoles du même indice socio-économique. Mais c'est surtout, je pense, pour guider les pratiques enseignantes, donc habituer les enseignants à évaluer par compétences et surtout à évaluer au niveau attendu, puisque c'est un peu ça qui pose problème actuellement. Qu'est-ce que c'est que le niveau B1-? C'est pas toujours simple de calibrer l'épreuve au niveau du cadre européen, et donc ça c'est notre job en fait, c'est d'essayer de la calibrer au mieux. Peut-être une petite remarque que je n'ai pas faite tout à l'heure quand on a parlé de l'élaboration de l'épreuve. Il faut savoir que l'épreuve est testée, donc on l'a construit en équipe, et elle est testée en école, et donc on voit aussi ça pose problème, où les élèves ont des difficultés, et on essaye de réajuster aussi bien au niveau des consignes qu'au niveau parfois des supports. On se rend compte que un paragraphe a été totalement loupé parce que incompris. Et donc voilà. Donc en fait, la finalité c'est ça, c'est d'essayer d'évaluer au niveau visé, d'amener les équipes à se concerter sur leurs pratiques pédagogiques parce qu'ils auront un objectif commun, c'est-à-dire l'épreuve externe, et puis de se situer par rapport à d'autres, même si ce n'est pas l'objectif majeur. Et alors, on va conclure comme avec Céline. Comment on fait pour s'y inscrire ? Alors, jusqu'ici, pour s'y inscrire, donc il fallait passer par le chef d'établissement qui inscrivait donc son école et ses classes à l'épreuve. Donc ça, c'était valable jusqu'ici de septembre à décembre 2023. Alors, il faut savoir que nous sommes en réflexion pour la suite. Puisque les écoles sont en train de mettre en œuvre l'évaluation continue, et donc on réfléchit pour que l'épreuve réponde à ce besoin. Parce que tout à l'heure on a parlé des chiffres, on se rend compte qu'on a quand même 20 écoles en moins, 2000 élèves en moins inscrits, et probablement que cela s'explique par le fait que les enseignants sont en train de travailler cette évaluation continue, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un examen final dans toutes les compétences, mais qu'on évalue de manière sommative à des moments clés de l'apprentissage. Donc, il fallait s'inscrire en 2023, pour 2024, à suivre. Voilà, on est en train d'essayer de s'adapter à cette nouvelle réalité. Donc, on proposera toujours des supports d'évaluation, mais aujourd'hui, de dire que l'épreuve restera inchangée, c'est pas certain. Okay. Donc voilà. Mais rien n'est défini actuellement, juste qu'on est en réflexion. Okay. Voilà. Donc, ce sera peut-être d'autres formes d'évaluation. Oui, pour être en cohérence avec ce que nous prônons actuellement au sein des établissements. Ok, d'accord. Et alors, si nos auditeurs ont des questions ou veulent en savoir plus ou revenir sur ce qu'on a dit ici, où est-ce qu'ils peuvent aller ? Quels liens ils peuvent consulter ? Alors, il y a le Vademecum, donc des évaluations externes du réseau,
Là, il y a les informations que j'ai présentées aujourd'hui, via cet entretien, et probablement qu'il y aura de nouveaux éléments qui seront mis sur ce site dès que on saura clairement vers quoi on va. Voilà. Et puis sinon, on peut toujours nous adresser des questions. Je pense que les enseignants ont pris l'habitude, quand ils ont des questions, ils s'adressent directement à nous et on est là, l'équipe est là pour répondre. Ok, merci beaucoup Nathalie et encore merci à nos invités pour leur participation et leur présence dans ce podcast. Pour trouver les informations complémentaires concernant ces évaluations construites par le CEGEC, donc dans le fondamental et le secondaire, on se retrouve dans le descriptif de l'épisode. Et maintenant, on passe au bon plan de Déborah. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Bonjour Victoria, bonjour chers auditeurs de l'heure de fourche. Alors, pour les bons plans de cette semaine, j'aurais pu vous parler évidemment des évaluations interdiocésaines et des nouveaux programmes, car je trouve que en soi, ce sont déjà de véritables outils pour les enseignants en tant que tels. Mais comme c'est déjà fait, tu vas plutôt nous parler d'autres bons plans, avec un concours passionnant qui risque d'intéresser vraiment beaucoup de monde. Oui, absolument, Victoria. Je vais vous parler du concours de la jeunesse au service de la paix, qui est une initiative de l'UNESCO, l'UMNI et France Télévisions. Alors, c'est une opportunité, je trouve, fantastique pour les jeunes de montrer comment ils peuvent contribuer à la construction d'un monde plus pacifique. Et donc, Déborah, à quel public est destiné ce concours ? Alors, c'est un concours qui invite les jeunes de 6 à 20 ans, donc, à exprimer leur vision de la paix à travers différents médias artistiques, que ce soit par le dessin, la vidéo, la musique ou même la cuisine. Les possibilités sont nombreuses, donc le concours est ouvert aux tout petits jusqu'aux jeunes adultes. Et c'est vraiment une belle opportunité de participer avec ses élèves, peu importe le niveau d'enseignement et évidemment dans des catégories différentes. Et donc, chaque création doit transmettre un message fort, un cri pour la paix qui résonne au-delà des frontières, vu que c'est un concours qui est ouvert à plusieurs pays. Oui, alors c'est un concours ouvert à plusieurs pays, dont vraiment ouvert aux élèves d'une dizaine de pays, ce qui en fait vraiment une plateforme véritablement internationale. Donc, les œuvres sélectionnées seront présentées lors de la conférence générale de l'UNESCO. Donc, c'est vraiment une belle opportunité, je le répète encore, pour les jeunes de montrer leur engagement et leur créativité. Les participants peuvent soumettre leur œuvre dans plusieurs catégories, comme filmer la paix, dessiner la paix ou chanter la paix. Et chaque catégorie a ses propres critères et ses tranches d'âge, évidemment. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces catégories ? Alors tout d'abord, la catégorie « Filmer la paix, le courage ». Donc l'accroche ici, c'est « Vous avez 60 secondes pour convaincre votre meilleur ami de renoncer à un acte de vengeance. » Et cela sans dialogue pour les 10-15 ans et pour les 15-20 ans. Alors, une deuxième catégorie qui est l'intitulée « Dessiner la paix, artisan de paix en bande dessinée ». Donc cette catégorie, elle est destinée aux 10-15 ans et aux 15-20 ans. Et là, il s'agit d'imaginer un héros de bande dessinée, apprenti artisan, et il faut décrire en quoi son métier revêt des valeurs de paix. Une troisième catégorie, elle s'appelle « Chanter la paix », le cri rap ou chorale. Là, on a 3 critères d'âge. Donc les petits, donc 6-10 ans, les 10-15 ans et les 15-20 ans. Donc pour cette catégorie, vous êtes sollicité pour prononcer le discours du siècle contre toute forme de violence. Donc il faut le chanter, le rythmer en 2 minutes, en rap ou en chorale. Pour la 4e, c'est de nouveau dessiner la paix, mais cette fois-ci avec la colombe inattendue, pour les 6-10 et les 10-15 ans. Donc là, il s'agit d'exprimer son refus de la violence en plantant au centre d'une fresque que vous aurez dessinée une colombe inattendue. Et puis une dernière catégorie, mais pas la moindre, et assez surprenante cette fois-ci, c'est cuisiner la paix, espérer. Donc là, pour les 6-10 ans et les 10-15 ans. Impossible évidemment ici de faire goûter le jury à distance, mais il s'agit de réinventer un plat ou un dessert traditionnel qui fera fondre le cœur de pierre d'une personne ou d'un groupe envahi par la haine et de la mettre en scène dans une vidéo d'1 minute 30. Et donc, comment on fait si on veut participer ? Alors, vous pouvez trouver plus d'informations et le règlement du concours sur le site officiel que nous vous remettons évidemment comme d'habitude dans le descriptif de l'émission. Et nous vous encourageons à participer avec vos élèves ou à soutenir ceux qui le font. C'est vraiment une belle façon de faire entendre la voix des jeunes.
Et pour ce qui est des délais, Déborah ? Alors pour le coup, il ne faut pas traîner parce qu'il faut savoir que ce concours est ouvert depuis fin 2023, je pense. Mais bon, il vient d'être relancé, donc pas de panique non plus. Mais je pense qu'on a jusqu'au 31 mai pour s'inscrire auprès de Claude Gonfroy, qui est le référent pour la Belgique, et jusqu'au 15 juin pour lui remettre les créations. Donc si vous êtes intéressé, allez voir sur le site et n'hésitez pas à nous partager là où les créations de vos élèves. Oui. Alors, sans transition maintenant, pour le deuxième bon plan, j'avais envie de vous parler d'un outil que met à disposition le musée Bellevue pour aborder la démocratie et son fonctionnement. Oui, donc c'est un sujet nécessaire à l'approche des élections, mais pas seulement à cette période. Oui, tout à fait. Donc, je le connais assez bien parce que je l'ai expérimenté pendant plusieurs années avec mes élèves et j'avoue que c'est vraiment... Enfin, c'était ma sortie préférée de l'année. Ça peut paraître bizarre, mais vraiment parce que on va à la rencontre de quelque chose complètement nouveau pour les élèves. Et en plus, on les découvre sous un nouveau jour. Donc, certains élèves même vont se révéler lors de cette activité qui s'appelle Democracity. Alors, c'est ce qu'on appelle un workshop organisé au musée. Un atelier qui se présente sous forme d'un jeu de rôle qui permet aux jeunes de découvrir le fonctionnement de la démocratie. Et donc, dans ce jeu de rôle, les élèves vont vraiment se mettre dans la peau d'un politicien. Ils vont créer leur parti, créer leur programme, créer leur slogan et puis venir défendre leurs idées devant les autres. Alors ce jeu va leur permettre de découvrir le fonctionnement de la démocratie, d'expérimenter leur argumentation et leur écoute, aussi même la délibération et en partie de faire des consensus. Donc tous ces dispositifs qui sont essentiels au bon fonctionnement démocratique de notre société. Et donc ce workshop, il est accessible à quel niveau ? Alors il est à destination des élèves du primaire à partir de la 5e primaire, ainsi que pour toutes les années du secondaire, toute orientation confondue. Alors pour moi, il s'agit vraiment ici du B à bas, je trouve, de ce qu'il y a à faire en matière d'éducation à la citoyenneté pour nos jeunes avec le jeu Democracity. Alors c'est un cadeau vraiment à leur offrir que de vivre cette journée avec eux. Le jeu dure une matinée et moi je vous conseille vraiment de le coupler avec une visite d'un parlement parce que le musée Bellevue se trouve juste à côté du Palais Royal, donc pas très loin du Parlement fédéral et du Parlement de la communauté française. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir vivre ce workshop avec vos élèves, allez-y, foncez, parce que je sais que les places, même si c'est gratuit, sont chères. Et croyez-moi, ils vont vraiment adorer. Et qui sait, vous avez peut-être un futur député ou ministre dans votre classe. Et en plus, il y a un dossier pédagogique pour préparer l'aventure avec ses élèves. Oui, vraiment très bien conçu. Donc si on n'est vraiment pas à l'aise avec l'éducation à la citoyenneté, avec la politique, le dossier vous accompagnera très très bien. Et si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer jusqu'au musée Bellevue, ou si c'est complet, parce que comme je l'ai dit, les places sont chères, le jeu est aussi téléchargeable. Merci beaucoup Déborah. Et pour finir, je pense que tu voulais encore nous parler d'une petite chose. Oui Victoria, donc j'ai eu la chance de pouvoir interviewer pour Entrée libre du mois d'avril André Borbet, qui est un auteur, compositeur, interprète. Je l'ai interviewé, lui, à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Nos vies en vers, donc que je vous conseille aux éditions Alice Jeunesse. Et lors de cette interview, j'ai découvert qu'il était librettiste. Alors Victoria, sais-tu ce que c'est un librettiste ? Alors non, je ne sais pas du tout ce que c'est un librettiste. Alors un librettiste, c'est une personne qui écrit des livrets pour l'opéra. J'ai vraiment aussi découvert cette activité, je ne connaissais pas ça avant. Donc, et son dernier projet en tant que librettiste, c'est Patiente mon cœur, une œuvre touchante et inspirante. Et donc, Patiente mon cœur, c'est un opéra participatif mis en scène par le talentueux André Borbet. Donc, c'est une création qui donne la parole aux enfants hospitalisés et qui transforme leur courage et leur imagination en une aventure épique. Oui. L'histoire se centre sur Joliette, une jeune fille qui attend un nouveau cœur. Elle rencontre Ruméo, un adolescent qui revient d'une expédition mystérieuse. Et ensemble, ils découvrent un monde parallèle où les malades sont des héros dotés de super pouvoirs. Donc c'est une métaphore puissante qui illustre la force intérieure des enfants face à la maladie. L'opéra est basé sur des témoignages réels recueillis auprès des jeunes patients de la clinique CHC Montlégia, ce qui rend l'œuvre d'autant plus émouvante. Oui, absolument. Donc la musique composée par Lionel Polis accompagne le livret d'André Borbet. Elle souligne les moments de bravoure, d'aventure, mais aussi de poésie qui émanent de cette histoire. Donc Patiente mon cœur, c'est accessible dès l'âge de 7 ans, ce qui en fait une expérience familiale enrichissante. Donc c'est une invitation à voir le monde de l'hôpital à travers les yeux de ceux qui y vivent des aventures extraordinaires ici.
Et donc, où et quand on peut aller voir cet opéra? Alors, pour ceux qui souhaitent assister à cette œuvre captivante, rendez-vous à l'Opéra Royal de Wallonie à Liège. Les représentations auront lieu du 22 au 26 mai. Vous pouvez réserver vos places sur le site de l'Opéra Royal de Wallonie-Liège. Et petite précision, mais non des moindres, un dossier pédagogique accompagne la visite à l'opéra Patiente mon cœur. Merci beaucoup Déborah pour ces bons plans. Avec plaisir Victoria, et comme d'habitude, à dans 15 jours pour d'autres bons plans. À dans 15 jours. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Donc merci Déborah pour tous tes bons plans. On va passer avec un autre sujet qui est aussi lié à l'enseignement fondamental. Donc on va parler des nouveaux programmes. Et alors, pour nous parler de ce sujet, nous accueillons Frédéric Cochet, qui est directeur adjoint pour l'enseignement au fondamental. Donc bonjour Frédéric. Bonjour. Et nous accueillons également Ophélie Canivet, qui est conseillère au service de production pédagogique et coordinatrice programme pour le fondamental. Bonjour Ophélie. Bonjour. Donc on est très heureux de vous avoir avec nous dans cet nouvel épisode. On va parler de nouveaux programmes dans le fondamental et plus particulièrement de la sortie des programmes de 5e et 6e primaire. Et en fait, cette sortie, elle est la suite et la mise à jour des programmes du fondamental qui a commencé il y a plusieurs années. Donc, pour vous situer un petit peu, donc le nouveau programme est entré en vigueur en septembre 2022 en première et deuxième primaire. Il est entré en vigueur en septembre 2023 pour les 3e et 4e primaires. Et il sera en vigueur en septembre 2024 pour les 5e primaires et en septembre 2025 pour les 6e primaires. Donc ça, c'est pour un peu vous situer. Mais avant d'entamer la discussion, je vous propose avec Arnaud de situer un peu le contexte de ce nouveau programme dans le fondamental. Donc Arnaud, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi de nouveaux programmes ont été créés ? Oui, mais donc en fait, Victoria, les anciens programmes, ils dataient de 2013 et ils étaient basés sur les socles de compétences de 1999. Le socle de compétences et les documents de référence interréseau. Donc finalement, ils n'étaient plus conformes au référentiel du tronc commun. Et la révision des programmes est alors devenue une nécessité sur base justement de ce nouveau référentiel. Et l'arrivée de ce référentiel dans les écoles a montré qu'il y avait besoin aussi d'aider les enseignants à s'y retrouver plus facilement pour les utiliser au quotidien et une nécessité aussi de les aider à avoir des idées concrètes pour les mettre en pratique. Et donc, c'est le but du programme, ce dont nos invités vont nous parler juste après. C'est ça. Donc, en fait, l'objectif de ces nouveaux programmes était de mettre à jour des contenus d'apprentissage qui dataient de plus de 20 ans et de les rédiger de façon plus précise pour chaque année et d'inclure des nouvelles disciplines. Donc ces nouveaux programmes sont donc construits par la direction de l'enseignement fondamental du CEGEC et ils sont basés évidemment sur les référentiels de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc les contenus, savoir-faire et compétences, donc le quoi enseigner, sont identiques d'un réseau à l'autre et les différences qui existent entre les différents programmes sont par exemple les orientations pédagogiques, les introductions ou encore les balises méthodologiques, donc le comment enseigner. Donc maintenant qu'on a bien expliqué tout ça et qu'on a bien le contexte en tête, on va passer au vif du sujet avec Frédéric et Ophélie. Donc ma première question, c'est finalement quels sont les changements entre l'ancien programme et le nouveau programme ? Alors, il y a plusieurs types de changements. Donc, le premier, c'est qu'il y a de nouvelles disciplines. Donc, ça, c'était déjà le cas en P1, P2 et P3, P4. Donc, pour rappel, il y a la formation économique et sociale qui s'ajoute aux sciences humaines, donc avec la formation géographique et la formation historique. Dans ce nouveau volet, on va travailler tout ce qui tourne autour du travail et du bénévolat, les services publics. Donc, vraiment un nouveau type de contenu. Il y a aussi la FMTTN, où on va travailler tout ce qui est plus technique et tout ce qui est numérique. Et donc la FMTTN, parce que tous nos auditeurs ne sont pas toujours à l'aise avec les acronymes, donc c'est formation manuelle, technique, technologique et numérique. Tout à fait. Okay. Et alors, une autre nouveauté, c'est qu'à partir de la P5, P6, il va y avoir une 3e période pour l'EPS, donc l'éducation physique et à la santé. Alors, moi, j'ajouterais aussi qu'on a des nouvelles disciplines, on a de nouveaux apprentissages, mais on a aussi les disciplines existantes, les maths, le français, l'histoire, etc., dans lesquelles les référentiels et donc les programmes ont été mis à jour. Et donc, souvent, quand on parle des nouveautés, on pense à ces nouvelles disciplines, mais nous, on aime bien aussi insister sur le fait qu'en français, en maths, il y a aussi des changements. Il faut aussi aller regarder cette partie-là des nouveaux programmes.
quelques petits exemples. En français, bien souvent, quand on est par exemple en lecture, ce qui était déjà travaillé, c'était on se prépare à la lecture, on regarde la couverture, on regarde le quatrième de couverture du bouquin, quel est l'auteur, etc. Et puis on lit, on travaille le sens. Ça, c'était déjà fait, c'est encore là. Ce qui est ajouté, vraiment la nouveauté, c'est toute la partie après. Donc tout ce qui est apprécier, agir, réagir, réviser, c'est cette partie vraiment, on a terminé la lecture d'une œuvre où on a écouté quelque part une émission, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce que j'apprécie, moi, est-ce que j'aime ce type-là, est-ce que ça me plaît, qu'est-ce que j'en retiens, etc. Et c'est quelque chose qui est travaillé en français, mais il y a le parallèle qui est fait aussi au niveau artistique. Dans le nouveau programme d'éducation culturelle et artistique, on a aussi ce moment apprécier, agir, réagir. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté en français. En maths, là, ce qu'on constatait, c'est que les apprentissages en maths, il y avait beaucoup d'élèves en 5e, 6e primaire qui étaient déjà un petit peu perdus. Ça devient un petit peu abstrait, ils ne savent plus très bien ce que ça veut dire. Et donc, en gros, le gros mouvement, c'est de ralentir un petit peu le rythme, de retarder un petit peu certains apprentissages. Et donc, par exemple, c'est seulement en 5e primaire qu'on va commencer la division écrite. Souvent, les profs de 5e, ça avait déjà été vu en 3e ou en 4e, mais en fait, les élèves n'avaient pas bien compris et ils devaient reprendre tout ça. Donc aujourd'hui, on retarde un peu ces apprentissages, on fait plus de manipulation et donc ces apprentissages-là vont commencer en mathématiques. En sciences ou en histoire, par exemple, là, ce qui a vraiment changé, c'est la répartition des apprentissages. Avant, on faisait un petit peu tout le temps. Mais donc, il y avait des sujets bateaux, comme le cycle de l'eau, ou, je sais pas moi, les Moyen-Âge avec les chevaliers, etc. Et tout le monde faisait quasiment ça tous les ans, et les élèves voyaient ça 6 ans d'affilée. Aujourd'hui, il y a une meilleure répartition pour dire quelles années on travaille quel sujet. Donc, c'est vraiment important que les enseignants aillent voir dans le nouveau programme quelles sont les choses qui sont un jour en 5e et en 6e, parce que le but, ça a été de mieux répartir. On en fait un petit peu moins, mais on s'arrange pour ne pas faire tous la même chose. Oui, donc l'info qu'il faut vraiment bien retenir, c'est qu'il y a les nouvelles matières, mais aussi les nouveautés dans les anciennes matières. Exact. Voilà. Et du coup, par rapport à ces changements dans les matières, est-ce qu'il y a d'autres plus-values au niveau de comment est construit le programme ? Oui, alors par rapport aux anciens programmes, si on regarde vraiment les programmes du CEGEC, on a vraiment essayé de renforcer le côté méthodologie. Et donc, on a une partie sur chacune des pages avec des balises méthodologiques, quelques petites références théoriques, quelques petits conseils méthodaux pour dire aux profs comment aborder cet apprentissage-là, à quoi faire attention, qu'est-ce que nous disent les auteurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans l'ancien programme. On a aussi essayé vraiment de mettre des pistes d'apprentissage. Avant, ce qu'on avait dans les programmes, c'était plus des exercices ou des tâches d'évaluation. Ici, on est vraiment dans l'apprentissage, c'est-à-dire que l'élève qui ne sait pas le faire, comment est-ce que je vais m'y prendre pour qu'à la fin de la leçon ou à la fin de la semaine, il parvienne à le faire. Ce n'est pas juste d'évaluer s'il sait le faire, mais c'est de l'aider s'il ne sait pas le faire. Donc ça, c'est vraiment comme ça qu'on a abordé les nouveaux programmes. Ça, c'est par rapport, donc la plus-value, j'ai envie de dire, des nouveaux programmes par rapport aux anciens. On a aussi la plus-value du programme par rapport au référentiel. Parce que finalement, c'est le même contenu d'apprentissage, c'est le même savoir, les mêmes savoir-faire, les mêmes compétences dans le programme et dans le référentiel. Donc, quelle est la plus-value du programme ? D'abord, c'est que dans les programmes, il y a moins de documents, c'est-à-dire qu'il y a 9 référentiels. Nous, ça se retrouve pour l'Institut en 3 volumes. Et puis, on a regroupé P5 et P6 ensemble. Ça, c'est quelque chose qu'on avait fait déjà en P1, P2, P3, P4. Dans le référentiel, chaque année est séparée. Nous, on a voulu garder ça ensemble parce que on sait qu'il y a beaucoup d'écoles où ils travaillent vraiment encore en cycle sur 2 ans. Soit le prof a les élèves de P5 et P6 dans la même classe. Pas en classe verticale. Ouais, voilà. Soit il monte avec ses élèves, donc je les garde pendant 2 ans. Donc, on a voulu que ce programme vraiment du réseau mette les P5, P6 ensemble, ce qui n'est pas le cas dans les autres réseaux. Donc, c'est vraiment un choix de l'enseignement catholique d'avoir fait ça. Et puis, on a une autre spécificité de notre réseau, c'est que l'éducation, la philosophie et la citoyenneté est transversale. Et donc, on la retrouve un petit peu dans toutes les disciplines pour être développée de façon transversale. Ouais. Et alors, tu l'as déjà un petit peu expliqué, mais est-ce que tu peux nous détailler plus précisément comment est structuré le programme ? Oui, c'est Ophélie qui va vous expliquer ça. Alors, le programme est structuré en 6 volumes, en fait. Les volumes 4, 5 et 6 sont réservés aux maîtres spéciaux. Donc le volume 4 pour l'éducation physique et à la santé, le volume 5 pour les langues modernes et le volume 6 pour la religion. Sinon, pour les titulaires, il y a les volumes 1, 2 et 3, comme en P1, P2, P3, P4, dans le volume 1, on va retrouver tout ce qui est éléments transversaux, donc les visées transversales, les autres éléments transversaux, le PC, donc l'éducation à la philosophie et la citoyenneté, la religion, et on y ajoute les sciences humaines.
Dans le volume 2, on va retrouver le français et l'éducation culturelle et artistique. Et dans le volume 3, les mathématiques, les sciences et la formation manuelle, technique, technologique et numérique. Toutes les disciplines, en fait, sont organisées de la même manière. On va toujours retrouver une introduction dans laquelle on peut retrouver des facteurs favorisant l'apprentissage, des tableaux de continuité, des tableaux synoptiques qui permettent de voir l'organisation du programme. On va retrouver des activités de mise en lien. Donc, ce sont des activités qui permettent d'illustrer des compétences. Et donc, c'est des activités plus globales où on va solliciter certains savoir-faire disciplinaires, mais aussi interdisciplinaires. Et ensuite, il va y avoir l'organisation en page de gauche, page de droite. Sur la page de gauche, on va avoir tous les contenus des référentiels qui sont organisés par le réseau, donc avec des rubriques et des rubriques spécifiques, numérotées. C'est pour aider un peu l'enseignant à faire son journal de classe. Et sur la page de droite, on va illustrer certains savoirs ou savoir-faire présents sur la page de gauche. Donc, dans ces pages de droite, on va retrouver les balises et sens. Donc, c'est vraiment des aspects théoriques ou méthodologiques. On va retrouver des pistes, donc 4 pistes ou 4 étapes qui permettent de travailler une situation. Des structurations, donc souvent 2 structurations. Et enfin, une mise en perspective. Donc, c'est ce qui permettra à l'élève et ça nous permet de voir ce que l'on va travailler en secondaire à partir de ce qui est vu en primaire. Donc, ça permet de faire vraiment le tuilage entre le primaire et le secondaire. On retrouve aussi une bibliographie propre à chaque discipline et un glossaire propre à chaque discipline également. Donc, c'est vraiment mieux structuré pour favoriser l'apprentissage, la mise en place du programme par l'enseignant. Donc par rapport à l'ancien programme, en fait, ici, on va vraiment viser l'apprentissage. Comment on fait, plus que l'évaluation ou certaines pistes plus courtes. Ici, c'est vraiment un travail sur la méthode, quoi. Et alors, moi, je me demandais aussi comment sont élaborés les programmes, quel est le processus de création des programmes. Donc, voilà. Oui, alors c'est vraiment travailler en 2 temps. Donc on a d'abord, la première étape, c'est reprendre les éléments des référentiels. Et donc le choix qu'on a fait, nous, c'est de les reprendre, mais de les organiser un peu différemment que dans les référentiels. Parce que dans les référentiels, aujourd'hui, si je regarde par exemple le référentiel de mathématiques, d'abord je vais avoir ça par année, donc je vais aller chercher par exemple les P5, 5e primaire, et je vais avoir une liste de savoirs. Et puis après ça, je vais avoir une liste de savoir-faire. Et puis après ça, je vais avoir une liste de compétences. Et donc, si je veux, par exemple, travailler, je sais pas moi, sur les figures, les quadrilatères, etc., je vais avoir des savoirs qui vont parler des quadrilatères. Et puis un peu plus loin, je vais avoir, peut-être 2 pages plus loin, des savoir-faire. Et puis 2 pages plus loin, des compétences, seulement pour les P5. Et après, je passe à la partie P6. Et là encore, je vais avoir des savoir-faire, des compétences qui passent des... Donc, c'est vraiment éparpillé. Donc, nous, notre choix, ça a été de dire, mais non, le prof, il a besoin d'avoir à un seul endroit tout ce qui parle des quadrilatères, les savoirs et les savoir-faire et les compétences pour les P5 et pour les P6. Et donc, on a vraiment été redistribuer différemment les apprentissages du référentiel. C'est des copier-coller, c'est les mêmes contenus. On n'a pas le droit de modifier une virgule, mais on les restructure différemment pour que le prof ait tout au même endroit. Donc ça, c'est la première étape du travail. Après ça, la deuxième étape du travail, ça a vraiment été de dire, au niveau méthodologique, comment est-ce qu'on peut donner des conseils aux enseignants, des suggestions, des idées pour travailler ça dans leur classe. On n'a pas voulu dire il y a une seule façon de le faire, mais vraiment ouvrir une série de pistes pour que le prof puisse composer, préparer sa leçon en ayant plein d'idées. Alors, pour ça, ça a été 1 an et demi de travail pour les P5, P6, avec une équipe qui a été composée d'instituteurs, institutrices qui étaient sortis de leur classe, évidemment, surtout de P5, P6, certains qui avaient déjà l'expérience aussi des programmes précédents, parce que c'est précieux, des conseillers pédagogiques, donc des CSA qui sont dans l'équipe, certains profs de haute école, parce qu'on est allé chercher des spécialistes disciplinaires de haute école, et alors on fait des collaborations aussi avec des experts extérieurs, universitaires ou autres, qui viennent nous apporter un appui ponctuel sur certains sujets. Par exemple, en géographie, on n'avait pas d'expertise en interne, on est allé chercher quelqu'un qui était un expert en géographie pour vraiment nous aider à travailler là-dessus. Donc voilà, c'est une équipe vraiment multidisciplinaire
Et puis, on travaille en partie dans nos bureaux, mais on va aussi sur le terrain, par exemple prendre des photos ou tester des activités, etc., pour que ça colle aussi, parce qu'on a beaucoup d'illustrations et de photos dans notre programme. C'est important pour nous de ne pas avoir que du texte, pour que l'enseignant qui le lise puisse se dire ça ressemble à ma classe, ou je vois comment je pourrais le mettre en place. Et donc pour ça, on va aussi prendre des photos en classe. Et donc on a pas mal d'instituts qui nous ont accueillis pour faire ça. Oui. C'est vrai que c'est un peu comme, finalement, comme les évaluations interdiocésaines dont on parlait juste avant. Vous vous entourez vraiment d'experts, vous allez tester sur le terrain avant d'aller plus loin. Ouais, on voit qu'il y a vraiment un gros travail derrière, et comme tu as dit, il y a toute une équipe pluridisciplinaire qui est derrière l'élaboration des programmes. Et alors, je me demandais aussi quel est le processus d'adoption des programmes une fois qu'ils sont construits. Alors, une fois que les programmes sont construits, on doit aller déposer à la CDRP, donc la Commission des référentiels et des programmes, où ils vont être analysés donc, par l'administration de l'AFWB et les inspections aussi. Les programmes sont analysés, ils vérifient si on a bien respecté le référentiel, si les pistes correspondent aux attendus du référentiel. Il y a toute une procédure de questions-réponses pour arriver à un compromis. Et à ce moment-là, donc, la CDRP émet un avis qui sera envoyé au gouvernement pour que le programme puisse être voté. Par rapport au programme, comment les enseignants peuvent se préparer à l'arrivée de ces nouveaux programmes ? Alors, la première chose, c'est de les commander. Donc, à partir du mois d'avril, via Plantin, les lire, en discuter en équipe. Il y a aussi tout un tas de formations qui vont se mettre en place à partir de 2025 pour les P5, P6. On l'a déjà fait pour P1, P2, P3, P4. Il y a pas mal d'outils de questions-réponses déjà sur la salle des profs. Donc, le site internet, lasalledesprofs.be. Et il y a aussi une possibilité d'envoyer un mail pour poser des questions, donc sur la salledesprofs@cegec.be. Donc là, c'est aussi un moyen d'avoir des réponses à ces questions. On a tout un tas d'outils sur la salle des profs qui permettent vraiment de s'approprier le programme, avec des vidéos, plein de choses. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter en plus par rapport à la sortie des nouveaux programmes, ou on a fait le tour Dans les échanges qu'on a eus avec les profs des années précédentes, ce qui ressort beaucoup, c'est premièrement, les profs, ils veulent un peu souvent être les bons élèves et essayer de tout bien faire, et ils se mettent la pression. Nous, ce qu'on explique, c'est d'abord, Rome ne s'est pas construite en un jour, et c'est évident que c'est impossible de mettre 100% de ses cours à jour pour la rentrée, la première année. Et donc, il faut étaler un peu ça dans le temps. C'est tout à fait normal qu'on se concentre sur quelques disciplines, qu'on mette ça à jour petit à petit, et que ça s'étale un peu dans le temps. Donc je pense que ça, c'est important à passer comme message, de ne pas se culpabiliser par rapport à ça, mais de se mettre en mouvement. La deuxième chose, c'est que souvent on peut prendre les nouveaux programmes d'abord en regardant les nouveautés et les trucs qu'il faut faire en plus. Et ça peut donner l'impression que comment est-ce qu'on fait ? On n'a déjà pas assez de temps aujourd'hui pour voir tous les apprentissages, et on nous en demande d'en faire encore en plus. Et donc, moi, vraiment un conseil que je donne, c'est de commencer aussi par regarder ce qu'il faut faire en moins. C'est-à-dire des apprentissages qu'on faisait dans le temps, mais aujourd'hui, je ne dois plus les faire peut-être en classe parce que ça a été fait avant ou que ce sera fait après, et ça ne se trouve plus au programme. Je donne un exemple, les concaves et convexes. Je ne sais pas si vous avez vu ça à l'école, Arnaud. Ça me rappelle pas forcément que des bons souvenirs, mais oui. Alors, il faut savoir que concave et convexe, en mathématiques, c'est quelque chose qui n'est déjà plus dans les programmes de 2013. Donc en fait, c'est une tradition scolaire qui est restée. Il y en a encore plein de classes aujourd'hui où on travaille concave et convexe, alors que même dans les programmes, depuis 10 ans, ça n'est plus prévu. Parce que des mathématiciens nous disent en fait concave et convexe, ça ne sert pas à grand-chose. Dans le secondaire, on ne va pas vraiment réactiver ça, ne va pas nous servir à autre chose après. C'est ce que je me disais à l'époque. Et vous pouvez tout à fait vous en passer, ne pas voir ça avec vos élèves du primaire, ils ne seront pas malheureux, perdez pas de temps à ça. Mais on a des profs qui ont continué à le voir par habitude. Donc peut-être qu'aller voir son programme, c'est aussi détecter, mais ça, peut-être que finalement, je perds un peu de temps, je pourrais récupérer ce temps-là pour faire un peu de numérique ou un peu de formation économique et sociale ou un peu de formation manuelle. Donc voilà, aller chercher peut-être les choses qu'on peut remiser au placard pour se mettre à jour. Ouais. C'est un très bon conseil. Mais en tout cas, merci pour
d'avoir été présents et d'avoir été nos invités pour parler des nouveaux programmes. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Déborah pour parler des 20 ans du décret de l'enseignement spécialisé. Merci à vous. Et avant de nous séparer, peut-être Victoria, parce que Ophélie a parlé pas mal de liens. Et comme d'habitude, comme le veut la formule consacrée, tous les liens dont on a parlé se retrouveront dans la description de l'épisode. Tout à fait. Donc tous les liens seront en description. Et merci encore. La cloche a sonné, mais notre échange ne fait que commencer. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou L'Heure de Fourche Podcast. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre présence et à dans 2 semaines pour un tout nouveau rendez-vous.